Donc, je m'appelle Bénédicte Brimard, je suis actuellement professeure des universités à l'université Bourgogne-Europe située à Dijon et je suis spécialiste de cinéma et audiovisuel du monde hispanophone. Eh ben, bonjour Bénédicte. Merci de participer à ce projet, ma thèse et moi. Alors commençons par le commencement. C'est-à-dire, dis-nous quel est le titre de ta thèse, en quelle année tu l'as soutenue, sous la direction de qui et dans quelle université? Alors, ma thèse s'intitule Le cinéma de Pedro Almodóvar, tissages et métissages. Je l'ai soutenue en 2003 à l'université Paris-Nanterre sous la direction de Marie-Claude Chaput. Bien, alors avant d'en venir à la thèse, euh, parlons des choses qui, moi, m'agitent en ce moment. Enfin, ça fait un moment que je me pose des questions sur la carrière, le pourquoi du comment et tout ça. J'ai des états d'âme. Et donc, je me dis, toi, l'espagnol, est-ce que c'est une vocation ou un hasard? Et prof, vocation ou hasard? C'est plus, je dirais, une série de circonstances, une série d'enchaînements. Je peux pas véritablement parler de vocation lointaine. Voilà, ça a plus été, on va dire, une orientation naturelle vers des études littéraires. En ce sens, j'ai un parcours assez classique, bac lettres langues qu'on appelait A2 à l'époque, qui est devenu L ensuite, avec quand même trois langues, hein. Dans mon cas, anglais, espagnol, italien. Puis donc le choix de la licence d'espagnol à Nanterre. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées de façon assez naturelle et donc plus par goût. Et l'enseignement est venu finalement, il est venu, je dirais, vraiment accompagné du volet recherche. C'est-à-dire que je crois que j'ai découvert avec la maîtrise et le DEA, ce qui s'appelle aujourd'hui Master 1 et Master de recherche, en fait, ce que c'était que la recherche, choisir un objet d'étude, se plonger à fond dans cet objet d'étude, essayer de le comprendre, de l'analyser, de le décortiquer. Et à partir de là, vraiment, la vocation, mais pas seulement de l'enseignement, mais des deux volets, enseigner et chercher, est né et c'est finalement imposé. Et alors, si c'était à refaire? Je ne changerai rien. Voilà, d'accord. Pas de Je ne regret. changerai rien, malgré, tu parles de questionnement, je les comprends, je les partage. Voilà, il arrive dans la vie quotidienne qu'on se dise un peu qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que tout cela a un sens? Pourquoi s'agit-on tellement, etc. Mais non, si je suis tout à fait sincère avec moi-même, et même de temps en temps, on peut se dire, tiens, mais j'aurais pu, telle chose me plaisait aussi, et pourquoi pas, etc. Non, vraiment, je crois que je ne changerai rien et ne serait-ce que c'est peut-être quelque chose dont on va être amené à parler aussi, euh, parce qu'il y a aussi toute la dimension humaine qu'il faut prendre en compte. Et du point de vue vraiment des rencontres, de la richesse humaine, des rencontres avec des enseignants, avec des personnes qui ont participé à ma formation, mais aussi euh, des rencontres avec les étudiants, parce que finalement, on fait toujours le même métier, mais chaque rentrée, c'est différent, parce que chaque rentrée, le public que l'on a devant nous change. Euh, J'estime que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai été vraiment très gâtée et que j'ai fait de très, très belles rencontres. Est-ce que, tu vois, ça me vient à l'esprit, est-ce que tu as le souvenir d'un très bon souvenir avec les étudiants? Ouf, j'en ai tellement. C'est difficile de faire un choix. Oui, oui, je vais en choisir un parce que d'une certaine manière, il est très touchant et il renvoie à la question de la vocation peut-être et il m'a renvoyé aussi un peu à mon propre parcours. J'ai souvent pu donner des cours qui étaient pour les étudiants là
première approche de l'initiation à l'analyse filmique. Et à chaque fois, alors il l'exprime plus ou moins, mais à chaque fois on ressent la même chose. C'est vraiment une découverte. En même temps, ça n'en est pas une. Ils sont nourris d'images en permanence. Mais là, ils comprennent finalement leur propre expérience par rapport à ces images, Mm. comment l'agencement du montage, de l'échelle des plans, de la musique qui va apparaître à un moment donné, etc., provoque en eux des réactions particulières, des émotions, des sentiments. À ce moment-là, ils en prennent vraiment conscience de tout ce qu'ils ressentaient sans pouvoir véritablement l'exprimer et l'analyser. Et ponctuellement, voilà, j'ai des réactions vraiment par rapport à ça. Je me souviens d'une étudiante qui était venue de façon très naïve me dire, c'était peut-être pas à la fin du premier cours, c'était peut-être au début du deuxième, je ne sais plus exactement. euh, Madame, ça m'a beaucoup plu, tout ce dont vous nous avez parlé la dernière fois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme vous, être comme vous? Alors, j'ai eu Mm. envie de lui dire, ne cherchez pas à être comme moi, c'est pas forcément voilà un modèle à suivre. Mais en fait, elle voulait dire naïvement, bah, que je suis en licence, troisième année, qu'est-ce que je peux faire si je veux en fait enseigner pareil que vous, voilà, tout ça. Ou bien, pareil, à l'issue d'une journée d'études, où j'avais donné une conférence, c'était sur le film El laberinto del fauno. Il y Mm. avait un étudiant qui avait assisté à la conférence, qui était venu me voir après et qui m'avait dit je vous remercie vraiment pour cette conférence parce que j'avais vu le film, je l'avais aimé, mais je n'avais pas forcément vu ou perçu tout ce dont vous avez parlé là, les références que vous avez évoquées, etc. Et voilà, du coup, je ne le regarde plus, je ne le regarderai plus de la même manière et j'ai l'impression d'avoir vraiment appris énormément de choses. Donc ça, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Ça vaut le détour. Ah, ça vaut amplement, mais amplement le détour, parce que ça veut dire que voilà, tu changes le regard de quelqu'un, et même si derrière, ça ne devient pas forcément une vocation, ils ne deviennent pas forcément enseignants, etc., ça veut dire que tu leur as donné des outils Mm. qui vont leur resservir dans leur vie quotidienne parce que, comme je le disais, en plus, c'est vrai que dans mon cas, ils vivent dans un monde d'images et c'est très important d'être à même de les décrypter, de ne pas se laisser tromper éventuellement par les images et d'avoir cette capacité à analyser ce que les images provoquent en nous. Et donc, c'est une façon de former des êtres humains, de former des citoyens indirectement, hein. Oui, bien sûr. Euh, voilà, donc, ouais, donc vraiment, pour moi, c'est extrêmement précieux. Alors, et donc le cinéma, alors tout à l'heure, tu as dit l'espagnol et l'enseignement, les circonstances de la vie, et c'est vrai que quand on s'inscrit, après, on est sur les rails et les contrats et les machins. Bon, mais alors le cinéma, ça c'est une passion de toda la vida, ou là aussi c'est les circonstances de la vie? Alors, c'est de toute façon, oui, une passion de toda la vida. Pour que ça devienne vraiment mon domaine de recherche, ça a été un petit peu un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'en fait, en licence, j'avais eu déjà quelques cours, c'était à l'intérieur de lieux de littérature, quelques cours d'initiation à l'analyse filmique parce qu'on travaillait, c'était Marie-Claude Chaput qui avait en charge le cours, on travaillait sur Fortunata y Jacinta et sur l'adaptation de Ah oui, Fortunata y d'accord. Jacinta. Mm. Et en appui un petit peu de ce cours, Marie-Claude Chaput avait invité Francis Vanois, qui était à l'époque professeur au département art du spectacle de Nanterre, pour nous faire bah, justement une séance vraiment d'initiation à l'analyse filmique. Et j'avais ressenti exactement ce dont je suis en train de te parler, ce que j'ai retrouvé après chez mes étudiants, La cristallisation. c'est-à-dire j'avais été très impressionnée, j'avais été absolument émerveillée voilà, de cette découverte, de cette prise de conscience de la richesse du langage cinématographique. Et donc, par la suite, je fais le choix de faire une année de maîtrise, donc choix nécessaire d'un objet de mémoire de recherche. Oui, Et là, du coup, j'ai contacté Marie-Claude Chaput et j'ai exprimé l'envie d'étudier, d'analyser un film, alors un film que j'avais vu étant assez jeune,
qui est le film de Antonio Betancourt qui s'appelle Valentina, qui a été un gros succès en Espagne au début des années 80, et qui est l'adaptation de la première partie du récit autobiographique de Ramon Sender. Ah, ok. Donc, au début, choix un petit peu prudent, on va dire, de Mm. l'adaptation, parce que je pense que des collègues qui sont de ma génération et qui se sont spécialisés aussi dans le cinéma hispanophone pourront te dire un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on va dire, sur la fin des années 90, à une période où le cinéma commençait à être quand même un objet d'étude bien, enfin qui commençait à bien s'intégrer dans le paysage, avec des films mis au programme du CAPES, voilà, avec quelques spécialistes qui étaient déjà en place. Je pense à Emmanuel Larraz, je pense à Jean-Claude Seguin, Nancy Berthier qui était en train d'arriver, voilà. Mais où, on va dire, on avait peut-être encore un petit peu, euh, comment dire, une sorte de complexe de légitimité, enfin voilà, euh, toujours un petit peu ce besoin de se raccrocher peut-être à l'objet littéraire. Oui, Donc voilà, choix prudent de l'adaptation. l'adaptation. Ouais. Mm, ouais. Et en DEA, alors, du coup, tu t'es affranchi de ça ou tu es resté dans le... Alors, j'ai commencé à faire un pas de côté en DEA, et là encore, en fait, le choix du sujet a été un peu un concours de circonstances, parce que pendant l'année de maîtrise, j'ai pu bénéficier du programme Erasmus et j'ai pu partir au premier semestre à Barcelone. Alors, ça m'a été très bénéfique, en fait, pour mes recherches de maîtrise, parce que de Barcelone, j'ai pu aller à Huesca, où il y a un centre d'études consacré à Ramon Sender. Mm. Donc, ça m'a beaucoup servi par rapport à ça. Mais également, je me suis retrouvée donc en Espagne au moment de la sortie du film d'Almodóvar, Carne Tremula. Mm. Donc, je vais le voir en salle à ce moment-là. Le film me plaît, il m'intéresse beaucoup. Et je découvre en me documentant comme ça un peu, en lisant des interviews et des critiques sur le film, qu'en fait, il est inspiré d'un roman noir de l'autrice britannique Ruth Rendell. Ouais. Donc un peu intriguée, je vais chercher ce polar, je le lis. Et là, en fait, je me rends compte qu'à la fois, il y a bien toute la trame qui est dans le roman que l'on retrouve dans le film d'Almodovar, et en même temps qu'il s'en éloigne complètement, qu'il le transporte complètement dans son univers, et là, ça m'intéresse. C'est-à-dire que, pour le coup, je me trouve face à un processus d'adaptation complètement différent. On n'est plus du tout dans la reprise assez classique, etc. On est plus dans la recherche d'une source d'inspiration qu'on va complètement transformer, retravailler pour l'intégrer dans un univers d'auteur qui était déjà assez solide, voilà, et déjà existant. Et à partir de là, du coup, je poursuis en DEA. Je soumets l'idée à Marie-Claude Chaput d'étudier ce film-là, Carnet Tremula, comme un autre type complètement différent de processus d'adaptation. Et ça a été finalement ma porte d'entrée dans l'univers d'Almodovar. D'accord, tout a commencé là. Et Tout alors, a commencé là. le saut vers le sujet de thèse, alors, comment tu l'as pensé? Le saut vers le sujet de thèse, finalement, du coup, ça a été une sorte d'élargissement du travail fait pour le mémoire de DEA, dans la mesure où j'en suis arrivée un petit peu voilà, à cette conclusion que euh, l'œuvre source, en fait, plus qu'être une œuvre adaptée ou portée à l'écran par Almodovar, c'était devenu une sorte de référence lointaine. En Ouais. parallèle, je me suis rendu compte que dans l'œuvre d'Almodovar, il y avait vraiment quelque chose de très présent et d'assez constant. Alors, si on pense à Carnet Tremula, on peut penser à l'inclusion des extraits du film de Buñuel, Ensayo de un crimen. Hein, Mm. voilà. Donc, il y avait quelque chose de constant, c'était le recours à l'intertexte, l'usage de citations, d'allusions, voilà, de références multiples et variées. Et donc, à partir de là,
le sujet de thèse est un petit peu découlé de lui-même. Ça a Mm. été de recenser euh, toutes les références, tout ce qui, d'une certaine manière, chez Almodovar, n'est pas au départ Almodovar et devient, euh, de par La son moulinette? travail dessus, Almodovar, voilà. Et donc, finalement, ben, le tissage de références, l'usage de l'intertexte dans son œuvre. Mais alors attends, parce que moi l'intertextualité j'adore, évidemment, moi je l'applique à la littérature et en tant que critique et en tant que traductrice, et c'est une bête noire parce que j'ai tellement peur qu'il m'échappe. Enfin, je veux dire, il y a de l'intertexte explicite, mais il y a aussi de l'implicite. Et alors là, comment tu as travaillé pour arriver C'est à un, repérer les choses? c'est un travail de fourmi. Oui. Alors, il faut quand même dire que j'ai une chance énorme, c'est que Almodovar est un auteur déjà qui s'exprime énormément Ah oui, d'accord, sur il y a une son muse. travail. Bon, C'est d'accord. pas du tout l'auteur qui vit dans sa tour d'ivoire, Mm. etc. C'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui communique énormément. C'est même le contraire de ce dont on peut avoir l'habitude dans le monde cinématographique, où souvent, par exemple, pour faire la promotion des films, les personnes qui sont mises en avant, ce sont les comédiens, les comédiennes, voilà, qui sont sous le feu des projecteurs. Lui, c'est tout le contraire. Je pense que ça vient en partie de son parcours, du fait qu'il a démarré voilà, dans un univers un peu underground, celui des années de la Movida. Il a fait des courts-métrages de façon tout à fait amateur. Il les projetait dans des petites salles, pas forcément des salles de cinéma, hein, des cafés, voilà, des bars. Il les projetait lui-même en Super 8 et il dit lui-même que souvent il n'avait pas les moyens de faire une bande son. Donc il se mettait à côté du projecteur, il prenait le micro, il faisait les dialogues, il racontait l'histoire, il faisait des commentaires, enfin il faisait tout. Et Ouais. je pense qu'il a gardé un petit peu cette habitude de tout faire autour de ses films, de contrôler donc aussi du coup énormément la promotion et la communication autour de ses films. Ce qui fait que moi, je me suis retrouvée avec une abondance et presque même une surabondance Les de commentaires. matériel, voilà, interviews. Alors les critiques souvent nous aident aussi à repérer des références, hein, voilà, mais donc à traquer toutes les références possibles de ce côté-là, vraiment du côté surtout des outils de presse. Sur les dernières années, ça c'est plutôt sur la filmographie qui concerne la fin de ma thèse et puis plus récemment, tout ce qu'il a fait aussi depuis. Moi, ce que je remarque, c'est que il y a de sa part aussi un aspect extrêmement didactique. C'est-à-dire que les références qui peut-être au début étaient plus sous le forme d'allusions très ponctuelles, très fugaces, pas forcément explicites, deviennent de plus en plus explicites, de plus en plus Ah oui. reconnues, affichées. Et ne serait-ce que par exemple, si on se penche sur les génériques, les crédits de fin de film, alors là, il faut aller les regarder à la loupe parce que souvent c'est écrit en petits caractères et en arrêt sur image pour détecter. Mais alors là, on peut retrouver une liste sans fin, la moindre photo, le moindre livre sur la bibliothèque du personnage est crédité au générique, voilà. Et là, on a tout. Après, reste à organiser, évidemment, Catégoriser, tirer etc. Oui. voilà, Mhm. théoriser, tirer des Mhm. conclusions, des effets de sens. Mm. Et alors, est-ce qu'il y a une référence, justement, puisqu'il est si bavard, ces autogloses, est-ce qu'il y a une référence qu'il n'avait pas mentionnée et que toi, tu as repéré? Peut-être un truc inconscient, hein, c'est pas de la dénégation ou Ouh, un truc comme ça. il doit y en avoir. Alors là, j'avoue qu'il faudrait vraiment que je Tu as me oublié. En tout replonge. cas, tu as repéré Voilà, des choses. oui. Mais oui, je pense. Après, c'est toujours pareil. On peut jamais être sûr à 200%. Est-ce que c'est l'œil du spectateur ou de l'analyste qui fait un rapprochement Oui. euh, et l'auteur pourrait te dire, mais non, j'ai jamais lu ce livre ou vu ce film. Voilà. Est-ce qu'il te dirait, ah oui, sans doute, mais du coup, c'était Peut-être pas pensé. inconscient. Mm. Voilà. Oui, Mm. ça, c'est tout à fait possible. Mm. Et alors, est-ce que ce commentaire, ces références, cette explication, etc., deviennent... Alors, est-ce que c'est purement informatif ou est-ce que ça devient intéressant en soi? Et d'une certaine manière, est-ce que ça va jusqu'à diluer la frontière entre le film et le commentaire, tu vois, comme une espèce d'œuvre complète qui engloberait le film lui-même et bah, le texte à côté, ou les interviews, etc.
Alors, l'idée, en fait, c'était donc, le point de départ, c'était recenser, essayer d'organiser, essayer de raccrocher à la théorie existante, à la terminologie, notamment mise au point par Genette, hein, dans les palimpsestes, Eh oui, qu'est-ce qui est de l'ordre de la citation, plagiat, allusion, pastiche, parodie aussi, etc. Bon. Et à partir de là, quelle conclusion, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc, il y avait plusieurs types de conclusions. Déjà, alors comme je l'ai dit, le fait que au fur et à mesure que la carrière d'Almodovar s'est construite, on sent vraiment la volonté d'être de plus en plus explicite, de plus en plus didactique dans l'usage des références. Elles prennent une place de plus en plus visible et elles jouent un rôle de plus en plus important. Ce rôle, ça peut être un rôle en fait pour tout simplement aider les personnages à s'exprimer, c'est-à-dire que les références peuvent apparaître vraiment dans les dialogues, quoi. Et puis, ça peut être un rôle aussi d'une sorte de dialogue qui se superpose entre l'auteur et les spectateurs, c'est-à-dire je glisse cette référence, le spectateur, je lui donne les moyens de l'identifier, je le guide un petit peu, je l'oriente et ce faisant, je lui donne des indices pour comprendre peut-être des choses sur l'histoire que je me contente de suggérer, oui. lui donner éventuellement une longueur d'avance sur le dénouement, pourquoi pas. Voilà. Et c'est vrai que, et ça vraiment pour moi, et ça s'est vraiment confirmé avec le temps, c'est devenu un signe, une marque d'identité Mm. de l'auteur qu'est Almodovar. C'est quelque chose de très, très important dans son œuvre et qui vraiment caractérise pour moi son cinéma et comme tu le dis avec cette dimension réflexive, c'est-à-dire en même temps toujours cette idée de je m'inscris dans une histoire du cinéma et dans une histoire de l'art de façon plus générale parce qu'il y a des références à l'image fixe, à la littérature, bien sûr à la musique, etc. Euh, voilà, donc il y a toujours aussi cette dimension réflexive qui s'établit à travers ce recours à l'intertexte. Et alors, est-ce que tu as eu un cas de figure extrême de ce qu'on pourrait appeler, tu vois, le phénomène de la fanfiction? C'est-à-dire, il absorberait une espèce d'ingurgitation de l'univers. Alors, pour Ruth Rendell, c'est pas tout à fait la même chose, que là, on voit bien que Mm, manifestement, c'était l'histoire qui l'avait intéressé. Mais oui, tu vois, de récupération d'un univers cinématographique et de prolongement, alors je sais pas si avec un préquel ou un séquel, ou je sais pas, mais tu vois, vraiment de fanfiction, quoi. dans son œuvre, est-ce que Oui, est-ce qu'il y a un phénomène de cette nature-là? Un exemple? je Ou ça, verrais pas. Non, pour moi, ça va pas jusque-là. ça Ça va va pas pas jusque-là. jusque-là parce que je pense que même si il y a des références qui vont être récurrentes et lui-même, voilà, il va dire ponctuellement, j'ai des grands maîtres, c'est, je sais pas, Buñuel, Billy Wilder, il peut citer de multiples fois Douglas Sirk pour le mélodrame, etc. Euh, je crois qu'il y a aussi chez lui toujours cet éclectisme, c'est-à-dire l'idée que il ne va pas être entre guillemets esclave d'une Oui, un modèle. référence ou Mm. enfin voilà, c'est jamais unique, c'est toujours C'est une extrêmement culture. multiple. Oui, C'est une oui, culture cinématographique, ouais, je comprends très bien. oui, c'est ça. Et alors, toi, quel est ton film préféré maintenant, tu vois, avec tout, après toutes ces années à les avoir vus, travailler, etc., lequel tu regardes, re-regardes avec le plus de plaisir? Un petit samedi d'automne, tu vois, il pleut, il fait gris, tout ça, tu prends quoi? C'est très difficile déjà parce que je pense que ça peut évoluer avec le temps. C'est-à-dire que tu vas avoir des périodes, ça va être celui-là, tu te le repasses 15 fois, tu en es fan, et puis d'autres où tu changes de... euh, voilà. C'est très difficile comme question.
Et puis, parce qu'on aime aussi les films pour différentes raisons. On peut admirer l'aspect abouti de certains films. Et puis, on peut avoir une tendresse particulière pour un film parce qu'il peut nous rappeler les circonstances dans lesquelles on l'a vu la première fois. Ça arrive aussi. Et donc, il y a toujours, voilà, à la fois un peu le regard critique, l'admiration, etc. Et puis la subjectivité totale. Donc, c'est très compliqué de répondre à cette question. Ah oui, non, c'est vraiment dur. Attends, je peux Qu'est-ce la que je... simplifier. Je peux la simplifier. Oui. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu un de ces films, quelle est, à ton avis, la bonne porte d'entrée? Ça va être encore super difficile parce Ah que je vais te mince. répondre. Je vais te dire, non mais pourquoi? Je vais te dire que je vais sans doute orienter ma réponse par rapport à ce que je connais de la personne, tu vois. Euh, Forcément, si je connais un peu les goûts de la personne qui me pose cette question, j'ai plutôt l'orienter sur tel ou tel. Qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que... euh, ouh, non, vraiment, c'est très, très difficile. Non, qu'est-ce que je vais te dire? Euh, moi, je pense que je vais garder une tendresse peut-être particulière pour Carnet Tremula parce que c'est le Ah, premier sur lequel j'ai travaillé. J'ai remarqué que c'est un film qui, en général, bien que n'étant pas l'un des plus connus, célébrés par la critique, etc., d'Almodovar, c'est un film dont, en général, les gens qui l'ont vu me disent du bien, me disent qu'il a plu, qu'il a ému. Voilà. Je peux te dire aussi que j'ai pas mal de tendresse aussi pour Atame, qui est un ah oui, film je l'aime qui bien peut celui-là, moi aussi. Mm, plus controversé. mm. Pour dire les choses clairement, je sais qu'il y a des lectures féministes de ce film qui sont assez dures avec, qui moi, à mon sens, mais là on pourrait en parler pendant des heures, on s'embarquerait dans une autre discussion, ne le comment dire, ne l'aborde peut-être pas sous le bon angle, en fait, sous l'angle juste, on va dire. Euh, C'est-à-dire que je pense il faut considérer globalement les films d'Almodovar, même si certains parlent aussi de la réalité, de notre réalité du monde d'aujourd'hui, il faut les considérer aussi comme des fictions, des sortes de contes, et leur garder cette liberté de parler de quelque chose qui n'est pas réel et qui ne se présente certainement pas comme un modèle de comportement ou voilà, ou tout ça. Et puis après, je pourrais te dire aussi, alors moi je trouve intéressant justement, bah d'ailleurs les deux que je viens de te citer, Carne Termula et Atame, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils s'éloignent de l'étiquette que l'on colle souvent à Almodovar de cinéaste de femmes. Mm, Et donc, j'aurais tendance à dire peut-être que autant Mujeres al borde de un ataque de nervios peut être une excellente porte d'entrée parce que, oui, j'admire la façon dont il manie la comédie, le rythme très enlevé, le rythme des dialogues. Voilà, tout est parfait dans ce film, on peut le dire comme ça. Mais je trouve intéressant aussi d'aller voir ce qu'il fait d'autre, ce qu'il fait quand il met en scène des couples, comme dans Atame, comme dans Carnet Tremula, ce qu'il fait quand il met en scène plutôt des personnages masculins, comme dans Hable con ella, mm, ou encore, et là je vais faire aussi un petit pas de côté, ce qu'il fait quand il met en scène, même si c'est pas majoritaire dans le film, mais pour moi ça mérite le détour, quand il met en scène l'enfance. Et je pense à La Mala Educación ou à Dolor y Gloria. mm. Parce que, bon, là, je réagis encore avec subjectivité. J'ai eu l'occasion de travailler sur les représentations de l'enfance au cinéma, pas spécifiquement chez Almodovar, hein, pour d'autres cinéastes. Et voilà, je trouve que la façon dont Almodovar met en scène l'enfance est extrêmement intéressante.
Et alors, alors, je vais te faire un parallèle. Moi, en tant que traductrice, à avoir passé des heures sur des textes et toi, des heures sur des images, souvent, il me sont restés des morceaux de phrases entiers et que je connais par cœur et que régulièrement je cite. Est-ce que toi, ça te fait ça avec le cinéma d'Almodovar? Tu as des répliques entières et puis qui te viennent en pleine conversation parce que, bah, comme une espèce de ponctuation, un truc amusant. J'ai des répliques entières, oui, facilement, Ouais. facilement. Est-ce qu'elles me viennent dans des conversations? Je ne sais pas. Je suis pas sûre que ce soit si facile à caser dans, dans des conversations de la vie quotidienne. Mais des répliques, ah Oui, tu en as oui, plein. oui. Je peux te citer Antonio Banderas dans Atame, disant Me llamo Ricky, tengo 23 años y je sais plus combien c'est de pesetas. Euh, Voy a ser un buen marido para ti, un buen padre para tus hijos. Il balance ça à Victoria Abril. Je peux te citer, je sais pas, Marisa Paredes dans La flor de mi secreto, la façon dont elle dit à son mari existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro. Et c'est vrai que tu vois, je repense à cette phrase, moi je suis sur le point de fondre en larmes parce que je me souviens de l'émotion qu'il y a dans cette séquence. Hmm. Donc oui, et je crois, et c'est intéressant de le souligner parce que c'est ce qui m'a un peu déstabilisée dans notamment bah, le dernier long métrage d'Almodovar, c'est de devoir m'habituer à la langue d'Almodovar, parce que pour moi, les dialogues d'Almodovar, c'est une langue en soi, Hmm. vraiment, Je suis d'accord avec toi. dans une autre langue que l'espagnol. Hmm. J'ai eu un peu de, voilà, j'ai encore un peu de temps d'adaptation pour entrer dans un film dont les dialogues sont d'Almodovar, mais ne sont pas écrits en espagnol. Hmm. C'est, voilà, ça me demande une gymnastique intellectuelle et émotionnelle qui n'était pas nécessairement naturelle. Bon, celui-là, il était apprivoisé. Et très bien. Alors maintenant, j'aimerais bien. Alors, on voit bien que ta directrice de thèse a été importante, hein, parce qu'il y a eu déjà une cristallisation intellectuelle pendant la licence, la maîtrise, le DEA, etc. Puis elle t'a bien aiguillé. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été importantes dans ce parcours et dont tu voudrais parler aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et juste si tu me le permets pour redire quand même un petit mot, je trouve que c'est très très important pour moi sur ma directrice de thèse. D'abord, je pense qu'il y a eu un lien vraiment particulier et privilégié parce qu'il se trouve que j'ai été la première doctorante qu'elle a pris en thèse, en fait. Donc, même s'il y en a d'autres qui sont arrivés tout de suite après, hein, dès l'année suivante, je crois. C'est vrai que voilà, ça crée un rapport quand même, je pense, particulier. Et puis, bon, il y a parce que, voilà, j'ai envie de dire parce que c'est elle et parce que c'était moi, il y a quelque chose, euh, elle m'a, il me semble, et ça, je m'en suis rendu compte a posteriori, hein, à la fois appris à faire de la recherche et sans que je me rende compte sur le moment, en fait, en observant sa manière de faire, elle m'a aussi, d'une certaine manière, appris comment diriger des recherches Hmm. parce que elle avait une façon de se positionner, de jouer un rôle plus de guide, de personne qui est là pour donner des orientations, suggérer des pistes, mais sans donner d'ordre, en fait, on va dire, qui, du coup, me laissait à moi ben, un libre arbitre, et puis, de cette façon aussi, me laissait la responsabilité de faire mes propres choix, d'être capable de les défendre Hmm. et d'être capable de les argumenter.
Et ça, pour moi, bah, c'est vraiment ce qui m'a permis de me construire en tant que chercheuse et de moi-même, d'une certaine manière, me considérer comme une chercheuse, quoi. Voilà, donc ça a été vraiment une très, très bonne école, je trouve. Oui, ça reste un modèle pour toi. Oui, complètement, absolument. Et puis, alors oui, il y a eu d'autres personnes. Bah déjà, j'aimerais citer le professeur José Luis Sánchez Noriega de l'Université Complutense de Madrid, qui a fait partie de mon jury de thèse et qui a joué le rôle, on va dire, quasiment de co-directeur, même si ça n'a pas été formalisé par voilà, un processus officiel. Mais en fait, ça a été aussi dès le départ une volonté de Marie-Claude Chaput de, on va dire, reconnaître qu'elle-même venait plus des études sur la presse, sur la transition, donc à la fois pouvait tout à fait m'encadrer par ce contexte-là, mais n'était pas de son parcours, de sa formation spécialiste de cinéma, et donc de me mettre en contact permanent pendant ma thèse avec différents spécialistes de cinéma, et notamment ce collègue de Madrid, donc, qui lui est spécialiste de cinéma. Et je crois que ça a été très enrichissant en plus parce que ça m'a permis d'avoir à tout point de vue un double regard, c'est-à-dire regard plus du côté de la civilisation, voilà, de la part de Marie-Claude et donc de sa part à lui, tout à fait les études cinématographiques. Et puis donc en plus, regard d'un côté dans le champ de l'hispanisme et de l'autre d'un collègue qui travaille sur le cinéma, mais pas que sur le cinéma espagnol. Et en plus, regard, on va dire, du côté du monde universitaire français et de Oui. l'autre, du côté du monde universitaire espagnol et un peu aussi de la critique, du coup, par extension, de la critique espagnole. Et c'est vrai que dans un cas comme celui d'Almodovar, c'est assez intéressant et c'est assez enrichissant de croiser comme ça les approches, de voir comment il est perçu côté France, côté Espagne, parce que bon, c'est en plus effectivement un artiste qui, dans le monde cinématographique espagnol, a une place un peu à part parce qu'il s'est très vite construit indépendamment des grosses maisons de production en créant sa propre maison, Mm. ce qui a pu faire grincer des dents. Voilà, qui revendique des références qui sont parfois beaucoup plus portées sur le monde anglophone, on va dire, que sur le monde hispanophone. Voilà, donc vraiment, à tout point de vue, ça a été pour moi un atout de pouvoir entamer cette collaboration parce que on a en plus continué à travailler ensemble par la suite. J'ai pu participer à des projets qu'il a menés. Donc là encore, ça a été une rencontre extrêmement enrichissante. Et puis, je pourrais citer aussi, alors pas un individu, mais un ensemble ou un collectif d'individus. Et ce serait le GRIM, le groupe de réflexion sur l'image dans le monde hispanique. Parce que, alors en plus, je dirais que ça coïncide vraiment dans le temps. Le GRIM est né en 98, donc c'est le moment où je suis entre le DEA et la thèse. Enfin voilà, c'est vraiment Oui. à ce moment-là que j'ai commencé. Et ça a été bah, à la fois un espace de rencontre, les colloques du GRIM, et un réseau finalement. C'est être tout de suite en contact avec les différents collègues qui travaillent sur l'image dans le monde hispanique. Là encore, bah, déjà se rendre compte qu'on n'est pas isolé, qu'on n'est pas tout seul, qu'on est plusieurs à s'intéresser à ce domaine, qu'on peut, voilà, qu'on peut demander conseil et finalement ce sont des contacts qui vont devenir et rester pour moi des références, voire très très souvent des amis. Donc bien sûr c'est capital. Oui, ça c'est très important, hein, une équipe.
un labo, que ce soit dans sa fac ou dans une autre université, de se rapprocher de gens qui travaillent sur des objets communs, quoi. Mm. C'est ça. Et en l'occurrence, c'est une association. Et je pense que c'est quelque chose C'est vrai. de très important aussi. Enfin, tu sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Actuellement, j'ai repris le flambeau à Dijon de l'association Hispanistique Avente. Mais je crois que les associations ont un rôle extrêmement important dans le monde de la recherche. Alors, on s'en rend peut-être un peu moins compte aujourd'hui. Les jeunes chercheurs s'en rendent un peu moins compte parce qu'ils vivent dans une époque où bon, en 3 clics, on discute avec tout le monde, avec des gens qu'on ne verra peut-être jamais en chair et en os, voilà. Avec les réseaux sociaux, évidemment, c'est différent. C'est plus facile, on va dire, d'établir le contact. Je sais pas, on lit un article de quelqu'un, ça nous plaît, on a envie de lui poser des questions, bah, on a son mail, on lui écrit, etc. Mais moi, je parle là de la fin des années 90, du début des années 2000. On n'avait pas tout ça. Non. Donc, s'il n'y avait pas eu les associations pour organiser des colloques, organiser des rencontres et se regrouper entre collègues travaillant sur le même domaine dans des universités différentes, voire dans des pays différents, ben, on aurait été beaucoup plus isolés, quoi. Donc, je pense que les associations ont joué un rôle essentiel et doivent continuer à le jouer. Mais quel est leur rôle aujourd'hui? Alors, c'est là, tu dis quelque chose d'important. Alors, autour de l'expérience que tu peux en avoir. Moi, autour de l'expérience que je peux en avoir, déjà, je reste un petit peu dans l'idée que rien ne vaudra jamais le contact humain et l'échange humain. Bien sûr, découvrir un article sur Internet et avoir la possibilité d'échanger peut-être avec quelqu'un qui est outre-Atlantique par 3 mails, c'est super. Mais il n'en reste pas moins que écouter quelqu'un donner une conférence, pouvoir l'approcher à l'issue, avoir un échange plus prolongé. Et puis aussi, les associations, et dans le cas du GRIM, moi je trouve, avaient alors un double rôle. Déjà, un rôle de défense, d'une certaine manière, de certains domaines de recherche, c'est-à-dire assurer que certains domaines de recherche aient une représentation et une représentativité Mm. soit considérée comme légitime, est une place à part entière dans le champ global de la recherche. Ça, c'est très important. Et puis, je dirais également une sorte de rôle de label de qualité. C'est-à-dire que Oui, pour moi, si on se dit spécialiste du cinéma espagnol, spécialiste de la peinture, etc., ou de la photographie, tout ce qu'on veut, euh, à un moment donné dans son parcours, il était logique et attendu de présenter ses travaux devant c'est le pair. Grimm, Oui. voilà, ses pairs, exactement. Mm. Et pas seulement dans des colloques, on va dire, interdisciplinaires, au sens de, avec un peu de littérature, un peu de civilisation, un peu de cinéma et télévision, etc. Mais vraiment de se confronter au regard et à l'approche critique des spécialistes de son domaine. Et par Mm. rapport à ça, je ne vois pas de meilleure structure, on va dire, Une association, c'est que vrai, oui, les oui. associations. Ça, oui, voilà. C'est tout à fait vrai, oui. Oui. Bonne défense des associations. Bon, j'imagine que comme tout brave doctorant, tu as rencontré des difficultés. Pour ce Hum. dont tu te souviens, de quelle nature étaient-elles et est-ce que tu as des solutions miracles pour s'en débarrasser? Alors, il y a des difficultés, je dirais, qui vont sembler préhistoriques à ceux qui nous écouteront, parce que c'était les difficultés liées à l'époque où j'ai préparé ma thèse, et bien sûr à son sujet. C'est-à-dire que, ben, je l'ai expliqué, d'abord, dans un premier temps, il fallait vraiment recenser, faire ce travail de fourmi pour recenser toutes les références. Et en particulier dans le domaine des références cinématographiques, je parle d'une époque, donc je le répète, fin des années 90, tout début des années 2000, puisque j'ai soutenu en 2003, où il n'y a bien entendu pas de plateforme de VOD. YouTube est apparu, je crois, après. Donc Internet était à peine naissant. Et donc,
on fonctionnait avec le marché du DVD qui pouvait être très incomplet, Mm. voire la cassette vidéo. Ça veut dire que pour aller chercher tel ou tel classique hollywoodien des années 50 ou 60 auquel Almodovar faisait une petite allusion dans tel film, eh ben, il fallait courir les cinémathèques, courir les vidéoclubs, voir fonctionner par bouche à oreille parce que peut-être qu'un ami l'avait enregistré au hasard d'une diffusion télévisée. Enfin, voilà. Donc, Mm. tu comprends, j'ai l'air de parler vraiment Non, non, mais d'il y a 3 siècles, mais ça n'était pas évident du tout. mm. Donc, cette difficulté-là, en fait, elle n'existe plus. Au jour d'aujourd'hui, on a accès à une sorte de cinémathèque mondiale depuis son fauteuil et son clavier d'ordinateur. C'est tout à fait, c'est tout à fait autre chose. Et si je refaisais ma thèse aujourd'hui, évidemment, les conditions seraient très, très, très différentes. Alors J'irais sans doute justement, beaucoup plus vite en besogne, hein. oui, mais du coup, après, l'exigence sur les contenus était drôlement renforcée, hein, parce que du coup, t'as pas le mérite d'avoir repéré des choses. Voilà. Mais dis-moi, je me pose une question en t'écoutant. Est-ce que dans ton champ de recherche, l'intelligence artificielle, tu y vois un intérêt, en dehors d'être un stock, une banque de données, etc., etc. Comment est-ce que tu peux l'utiliser, toi, dans ton domaine? Alors, je n'en suis pas encore à l'utiliser. Je pense qu'on en est tous à s'interroger, on va dire, sur comment l'apprivoiser. Mm. Euh, comment l'analyser aussi, hein, peut-être. Mais voilà, j'en suis pas encore tout à fait à cette étape-là. Mais par contre, ça, bien sûr, ça me questionne énormément. Pas seulement, comme on le sait tous, du côté de l'enseignement et voilà, des possibilités qu'elle peut plus ou moins, on va dire, éthiques qu'elle peut Oui. offrir à nos étudiants. Mais non, ça m'intéresse bien entendu dans le domaine voilà, de l'image, de la réception des images, de la vérité ou vérificabilité des images. C'est quelque chose qui me questionne beaucoup et certainement un champ sur lequel je vais me pencher dans les années à venir. Ah, moi, j'ai écouté un podcast là, il n'y a pas très longtemps sur le fameux le beauty. Ah ça, c'est fascinant ce truc. C'est un logiciel par le biais de l'IA, je crois, je ne sais plus très bien le détail. Mais alors, tu peux complètement modifier si et il y a dans les contrats des comédiennes et tout ça, ou des Hum, comédiens, ils négocient le pourcentage du passage à la moulinette du beauty. hum. Alors, ah oui, mais alors moi, il va falloir m'enlever tant de kilos, les rides, machin, je veux que mon... Enfin, c'est fascinant pour le travail sur l'image. C'est fascinant, mais ça veut dire aussi que ça, voilà, c'est une révolution, ça change complètement la nature même de l'audiovisuel, la nature même évidemment du travail des acteurs. Mais c'est ça. C'est voilà, et donc par ricochet, ça va changer aussi le travail de l'analyste, forcément. Hmm. Alors pour toi, ça dénature ou ça change de nature, point. Je dirais peut-être, non, je dirais peut-être pas jusqu'à dire dénaturé. Je crois que enfin, voilà, je dirais des révolutions, il y en a eu tellement. Enfin, je vais pas remonter au passage du muet au parlant, tu vois, mais je pense que il, il faut accepter l'idée qu'il y en a eu, qu'il y en aura. Hmm. Euh, Après, voilà, toute la question est effectivement comment on les aborde, comment on les... euh, et je sais pas si le terme contrôlé serait le bon terme, mais oui, comment on les apprivoise, en fait, surtout. Mm. Et puis comment ça devient non pas simplement une facilité, mais un élément du processus créatif, en fait. Ça, je... Oui, c'est ça, voilà. Je pense que c'est l'aspect le plus important, effectivement, que ça ne soit pas un substitut ou une béquille, mais que cela devienne un outil de plus au service de la création. Ouais. Ouais, c'est un sacré défi là pour les gens de l'image, Mm. j'imagine. Ils doivent être un peu à la fois excités et inquiets quoi, de ce que ça va devenir. Absolument, oui. C'est vrai que j'étais récemment à un colloque. Alors, c'était
un colloque pas que sur le cinéma, l'audiovisuel, c'était, on va dire, de façon plus globale, la communication. Et voilà, c'est vrai que c'était un petit peu ce qui revenait dans tous les débats. Voilà, on est à un tournant. Je pense qu'il faut on ne peut pas se contenter de le rejeter parce que ça ne servirait à rien. Oui, oui, de toute façon, Je c'est pense là, qu'il hein. faut, voilà, il faut négocier le virage en fait. Ouais. Bon. Du coup, on va voir si tu nous fais émerger des nouveaux concepts, des nouvelles notions pour commenter les choses. Assez stimulant. Vous avez des tas de choses à... En Oui, littérature, c'est le cas aussi, parce que la littérature avec l'IA, les algorithmes, les machins comme ça, c'est passionnant, hein. Mais c'est vrai que ça... Ne serait-ce que la question de l'auteur, la notion d'auteur, oui. à quelle mesure ça fait évoluer les frontières. Alors, c'est pareil, j'ai envie de dire ça les fait évoluer, mais parce que peut-être on se limitait à un regard euh, un peu partiel. Parce que pour moi, en cinéma, en fait, alors on parle d'auteur, voilà, celui qui signe la réalisation, le scénario. Dans la réalité, on sait bien que le cinéma, l'audiovisuel font partie de ce qu'on peut appeler un travail d'équipe. Bien Si sûr. il n'y a pas le musicien, celui qui fait la photo, L'auteur? l'éclairage, et qui souvent a sa propre patte, voilà, et bien sûr les acteurs aussi, le résultat qu'on voit serait différent. Si tu changes un seul de ces paramètres, Oui, oui, le le film n'est pas résultat le n'est même, pas hein. le même. Non, c'est sûr. C'est C'est sûr. ça, Le c'est montage, ça. très important. En littérature, c'est différent. L'auteur vraiment unique en littérature, oui, a plus, en quelque sorte, sa légitimité. Ouais, à réclamer son petit trône et à s'y accrocher. Voilà, exactement. Alors ça me permet de rebondir parce que c'est un peu l'autre difficulté que j'ai pu rencontrer dans ma thèse, c'est le fait que je travaillais sur un auteur en activité et pour ne pas dire en pleine activité, hein, parce que Mhm. vraiment Almodovar c'est en gros un film tous les 2 ans, quoi. Oui, c'est Et ça. donc ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu se résoudre à mettre un point final à la thèse parce que sinon j'y serais encore, Mhm. qui euh, qui était un petit peu sous forme de point d'interrogation. C'est-à-dire, bon, bah, voilà ce que j'ai pu constater jusqu'ici, un peu la terminologie que j'ai pu élaborer, les références que j'ai pu recenser, l'usage qu'Almodovar en fait, ce que j'en déduis, une place de plus en plus importante, de plus en plus visible, et l'importance qu'elles prennent dans les dialogues, l'importance donc de la parole chez Almodovar et l'importance de la mémoire aussi qu'on peut voir à travers son usage des références. Mais voilà, je m'arrête là parce qu'il faut s'arrêter un jour. Et donc, forcément, j'ai travaillé sur un corpus qui était Vivant, partiel. vivant. Ah oui. Et là, rassure-moi, la suite de l'œuvre ne t'a pas contredite. Non, Ouf. c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est même plutôt le contraire, ça a plutôt été dans mon sens. Donc, de ce Bon, côté-là, voilà, heureusement, la thèse ne s'est pas écroulée par la suite des événements. Et après, alors oui, une chose quand même, on parle des difficultés, mais peut-être pour rassurer les personnes qui vont nous écouter, ce ne sont pas que des difficultés, la thèse. Et moi, j'ai été au contraire très agréablement surprise par la façon dont certaines portes se sont ouvertes. Et je trouve que c'est important de le signaler aussi. Et notamment, je me suis rendue, alors je ne me souviens plus exactement du nombre de fois, ça doit être au moins 2 ou 3 fois, dans les bureaux de la compagnie de production donc créée par Almodovar et son frère à Madrid qui s'appelle LDCO. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise par la gentillesse avec laquelle j'ai été reçue par, euh, par ses collaboratrices. Alors, je dis collaboratrices parce que j'ai été aussi étonnée de voir, je suis restée plusieurs jours à chaque fois, je n'ai quasiment croisé que des femmes. Donc, ok. comme quoi, il y a peut-être une correspondance entre son univers filmique et la réalité qui l'entoure. Mais pas vraiment. Alors déjà, je n'ai pas souvenir d'avoir dû produire la moindre lettre de recommandation de ma directrice ou quoi que ce soit. Je crois que j'ai envoyé
est-ce que c'était un mail, c'était peut-être un courrier ou j'ai passé un coup de fil, enfin je ne sais plus. J'ai dit je fais une thèse sur, et ça a été OK, quand est-ce que tu viens? Très bien, voilà nos horaires d'ouverture, tu te présentes, pas de problème. Ah oui. Et puis là, on m'a montré une pièce, on m'a dit c'est nos archives, elles Amuse-toi. sont à toi, en gros, voilà, amuse-toi, tu fais ce que tu veux, voilà, à un moment donné, j'ai dit, je pourrais faire une ou deux photocopies. On m'a dit, bah, la photocopieuse est là, vas-y, tu fais tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Et donc, les archives, c'était alors des énormes classeurs avec bah, des tas de coupures de presse, les interviews, etc. Mais aussi des choses qui étaient vraiment des pépites que j'ai pas forcément eu l'occasion d'exploiter du coup, et je me dis après coup, c'est presque un peu dommage. Je me souviens de trouver comme ça, alors de façon un peu désordonnée, des polaroïdes, vraisemblablement rangés dans des pochettes où il y avait écrit repérage pour tel film, enfin Ouais. voilà, des T'as bien repérages fait. d'endroits, des repérages d'éléments de décor même, des choses comme ça. Et donc, voilà, je suis restée là plusieurs jours à faire ce que je voulais, à fouiller, à chercher dans cette pièce. Et ça me semble là aussi encore extraordinaire parce que je me dis, je n'étais qu'une apprentie chercheuse, je n'avais pas de légitimité particulière. Et voilà, le fait d'être reçue comme ça, ben, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément et qui motive énormément surtout à continuer. Je ferai juste un petit bémol. Je ne suis pas sûre qu'au jour d'aujourd'hui, avec la notoriété qui est allée grandissante, etc., ils aient encore les moyens d'accueillir absolument tout le monde et T'es toute tombé au bon demande de moment, façon, oui. Ouais. voilà, Tombé au bon moment. de façon aussi facile. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a conforté dans l'idée de continuer, quoi. Et alors, ta thèse, ça a été une obsession de tous les jours? Tu y pensais matin, midi, soir? Ou tu étais raisonnable? Ou tu étais même. Tu as eu des moments vraiment difficiles où tu n'étais pas heureuse, quoi? À cause de la thèse, hein, je te parle pas de la vie personnelle, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Non, je pense que j'y pensais pas mal. J'y pensais pas mal. J'ai vraiment été assez organisée dans le fait de dire, bon, bah, je prends voilà, le corpus de façon Ouais, organisée, je intellectuel. pointe les références, ok, maintenant, donc ces références, il faut que je les cherche, il faut que je les trouve, il faut que je les analyse, etc. Donc, euh, sans aller jusqu'à l'obsession, euh, vraiment avoir une sorte de feuille de route Mm. et m'y tenir, quoi. T'en as rêvé? Bonne question. Je me souviens pas. D'accord. Bon, tu dis pas non, tu dis je ne me souviens pas. Voilà. Ouais, je ne saurais pas dire. Bon. Non, je ne saurais pas dire. Non, en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il m'arrive encore de rêver que je soutiens ma thèse? C'est pas impossible. Alors que tu soutiens la thèse ou que tu passes la grègue? Parce que l'oral de l'agrégation, je pense qu'on se le fait Beaucoup souvent. plus souvent que je passe la Greg. Je sens que je parle à une connaisseuse. Parce que alors ça, Ça reste le trauma, hein. si on faisait un sondage dans la communauté universitaire, je pense qu'on aurait peu de personnes qui diraient ah non, non, moi je n'en rêve jamais. Ouais, On y ce arrive en sont ceux qui pyjama. mentent. Oui, c'est ça, c'est ceux qui mentent. Alors venons-en à la soutenance, justement. Alors complète-nous d'abord les membres du jury. Dis-nous quels étaient l'ensemble des professeurs qui le composaient. Et puis après, parle-nous un peu du souvenir que tu en conserves. Alors, les membres du jury, donc bien sûr la directrice Marie-Claude Chaput, donc José Luis Sánchez Noriega, j'en ai déjà parlé. Il y avait donc Emmanuel Larras, professeur à l'Université de Bourgogne, Jean-Claude Seguin, donc professeur à Louis Lumière Lyon 2, et Pilar Martinez-Vasseur, professeur à l'Université de Nantes, qui a créé et anime toujours, je crois, et a animé pendant de nombreuses années le Festival du cinéma espagnol de Nantes. Alors, le Voilà. souvenir. La soutenance, alors.
La soutenance, curieusement, j'ai vraiment essayé de chercher et je n'en ai un souvenir que vague. J'ai pas le souvenir d'un moment marquant ou de quelque chose avec voilà, une anecdote particulière. Je peux en revanche, et ça peut servir aussi, raconter une anecdote qui s'est produite lors de ma soutenance d'HDR. Ça peut servir aussi parce que en soi, elle n'est pas nécessairement contextualisée dans l'HDR. Voilà, c'est un souvenir de soutenance et c'est un souvenir qui peut être instructif au sens de dire on se prépare pendant plusieurs années pour le jour J, on prépare ce qu'on va dire, on essaye d'anticiper toutes sortes de questions, on lit et relit le manuscrit pour faire amende honorable auprès du jury pour les éventuelles fautes de frappe, etc. Et en fait, il y aura toujours un imprévu, il y aura toujours un petit grain de sable et il va falloir faire face à l'imprévu, s'adapter et rebondir sur le grain de sable. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé le jour de ma soutenance HDR. Donc, la soutenance était prévue un samedi matin du mois de juillet à Nanterre. J'ai fait l'HDR à Nanterre également. Et donc, voilà, tout était organisé. Et comme il est d'usage, pareil après une thèse qu'après une HDR, j'avais prévu de proposer, bien sûr, aux membres du jury et aux personnes que j'avais conviées à venir m'écouter, hein, un petit pot, voilà, à l'issue de la soutenance. Donc, j'avais prévu tout le nécessaire pour se rafraîchir, pour s'alimenter un peu, et j'avais réservé auprès du service de l'administration de la recherche, la cafétéria des personnels qui se trouve, que tu dois connaître, qui se trouve donc dans le bâtiment B, qui est le bâtiment où sont situées aussi les salles de Ah soutenance. oui. Donc j'arrive le samedi matin, moi bien organisée, bien en avance, peut-être quasiment une heure d'avance, tu vois, avec mes cabas isothermes parce que j'avais des boissons fraîches et qu'on était en juillet. Et je me dirige, donc je rentre dans le hall du bâtiment B, je me dirige vers le petit couloir qui mène à la cafétéria des personnels pour rapidement déposer tout ce qui est frais dans les réfrigérateurs. Et là, alors que je m'approche du couloir, je vois un monsieur en costume, un peu une fois et demie ma hauteur sur deux fois ma largeur, donc un agent de la sécurité, qui se place devant moi et qui me dit Madame, où allez-vous? Donc moi, je lui réponds, je vais à la cafétéria des personnels. Et il me répond, Madame, c'est impossible, elle est réservée. Donc moi, sans me départir de mon sourire, voilà, et de ma bonne humeur, je lui dis, oui, je le sais, puisque c'est moi qui l'ai réservé pour mon pot de soutenance. Et là, il me rétorque, non, madame, elle est réservée pour la ministre. Alors Ah, là, moment de mince. flottement, je pense que je commence à entrer en processus de décomposition. Et j'ai un petit moment où la première idée qui me traverse l'esprit, parce que si tu veux, j'ai entendu ce qu'il m'a dit, mais je crois que mon cerveau n'a pas encore assimilé. Donc je me dis, mais je n'ai pas souvenir d'avoir invité une ministre à ma soutenance. Peut-être aurais-je dû. Donc, tu vois, je ne comprends pas, en fait. Et avant que je sois capable de bredouiller quoi que ce soit, etc., il me dit, elle est invitée à participer au colloque et il me montre du doigt une affiche et c'est une affiche d'un collectif féministe. Et en fait, la ministre invitée est la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Ah oui. Et là, enfin, voilà, je suis toujours en processus de décomposition à me Décomposition. dire, mais pourquoi faut-il que ce soit aujourd'hui? Pourquoi faut-il que ça tombe sur moi? Tu vois, bon. Et puis, en fait, assez vite, il me dit, mais vous pouvez faire votre pause. Je vais vous montrer où. Donc voilà, le petit espace qui se trouve juste devant les salles de soutenance. Et en fait, moi, ma préoccupation première, il y a répondu tout de suite. Il m'a dit, il y a aussi un réfrigérateur. Il est caché, on ne le voit pas, il faut le savoir. Voilà, mais il me dit, il y a aussi un réfrigérateur. Donc, il m'emmène, il me montre, je vois qu'il y a des tables, je vois qu'il y a un réfrigérateur. Et finalement, je me dis, ben,
à la limite, c'est presque mieux parce qu'on est tout de Bah, suite à la peut-être. sortie de la salle de soutenance. Ça évite aux invités de retraverser le hall pour aller à la cafétéria des personnels. Et donc, voilà, une fois qu'il m'a rassuré sur ces aspects-là, j'ai installé voilà, ce qu'il fallait et puis j'ai pu rejoindre la salle de soutenance. La soutenance s'est déroulée tout à fait normalement. Mes invités ont pu profiter du pot après. Mais voilà, ça reste, enfin, c'est une anecdote, ça reste pour moi, tu me dis soutenance, je pense en fait plutôt du coup à la Oui, c'est ça. soutenance HDR, déjà parce qu'elle est plus récente, et puis Ouais. parce que ça reste, voilà, l'effet de stress et après coup, le petit souvenir qui amuse, où je me dis, c'est drôle, je me suis retrouvée au même endroit, au même moment que la ministre, mais sans pouvoir aller l'écouter puisque j'étais moi-même occupée, et donc en position de lui céder généreusement la salle que j'avais réservée Je vous en prie. pour qu'elle puisse, voilà, pour qu'elle puisse se rafraîchir et se sustenter après son intervention. Donc voilà, mais c'est pour dire que oui, il peut toujours y avoir un imprévu et il Il y a faut faire toujours des preuve aussi. anecdotes comme ça pour les soutenances, des choses qui sont des petites choses concrètes, purement matérielles, mais qui finalement occupent une grande partie du souvenir qu'on a des choses. Mais alors, quand même, t'as pas du tout le souvenir de quand on t'a déclaré docteur. Non, même pas ça. Non, tu vois, bizarrement, j'ai envie de dire, ça a bien dû se passer puisque Puisque j'y j'ai le étais. papier, puisque j'étais et que j'ai le papier qui en atteste, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir ressenti une émotion particulière ou D'accord. non, je pense que je vais avoir le souvenir plus précis des derniers jours avant de rendre le manuscrit. Et là, c'est quand même, voilà, j'ai l'impression de me revoir avec euh, le truc imprimé 12 fois, des livres ouverts partout autour de moi, à la recherche de la vérification de la dernière citation, enfin, voilà, plutôt une sorte de chaos. Et plus à la limite, le souvenir du lendemain de la soutenance. Ah, C'est-à-dire, là, c'est quelque chose qui pourrait aussi attirer l'attention des doctorants. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir. Alors, donc, j'avais soutenu, pour le coup, la thèse, je l'ai soutenue un samedi matin du mois de décembre. Donc, le lendemain, fatalement, c'était dimanche. Et ça veut dire aussi que on était plutôt en fin de semestre. J'avais un contrat d'ATER à Nanterre, mais je pense que mes cours devaient être préparés. De toute façon, il fallait que j'attende le lundi pour me rendre au service de la recherche, récupérer le rapport, récupérer tous les formulaires qui permettent de déposer la demande de qualification pour se présenter ensuite à des postes de maître de conférence. Et du coup, j'ai plutôt le souvenir de ce dimanche me retrouver, je ne sais pas, vers la mi-journée. Limite, je peux me revoir assise sur le canapé à me dire, et maintenant, je fais quoi? mm, C'est-à-dire que j'ai passé plusieurs années à visionner Almodovar, lire Almodovar, euh, voilà, m'intéresser à tout sur Almodovar. Et maintenant que c'est fait, ben, qu'est-ce qui va m'occuper l'esprit en fait? Voilà, donc une sorte de questionnement que j'avais pas du tout vu arriver tellement j'étais occupée, eh oui. justement, suroccupée. Et donc d'être un peu désemparée par rapport à ça. Très vite, j'ai eu l'envie de faire tout sauf Almodovar pour Logique. ne pas. Bon, déjà, voilà, déjà pour me sortir un petit peu. Bon, quand tu travailles sur un seul auteur, je pense que c'est encore plus une nécessité. Et puis, pour échapper peut-être à l'étiquette, à l'idée, on va m'étiqueter spécialiste d'Almodovar et donc on va me demander, ben, viens à ce colloque, parler de ton sujet, voilà. Et l'envie de ne pas, voilà, de montrer que je savais faire, que je Autre pouvais chose. faire autre chose. Ça, je Et comprends. du coup, je pense qu'en fait, assez vite, quasiment dans les 2 années après, j'ai commencé indirectement un film, puis un autre, puis voilà, à m'intéresser aux représentations de l'enfance et de l'adolescence, et ce qui en fait deviendrait plus tard le sujet de mon inédit HDR. Donc, est-ce que, bon, évidemment, je vais te caricaturer un peu, hein, mais est-ce que ça veut dire que il ne reste rien
de la doctorante que tu étais dans la chercheuse et l'enseignante que tu es aujourd'hui? Non, heureusement, heureusement qu'il reste des choses. Ouais, il reste plein de choses. Euh, Déjà, je n'ai quand même pas totalement tourné la page de mon sujet de thèse. En fait, voilà, après la première période où on a envie de faire tout sauf ça, on y revient. Donc, évidemment que j'ai continué à suivre la carrière d'Almodovar et à me repencher dessus, alors avec des angles d'approche différents, éventuellement. Récemment, par exemple, j'ai travaillé justement sur la question de la mémoire dans l'œuvre d'Almodovar, voilà, sur la question du corps aussi, enfin voilà, sur d'autres, tout à fait d'autres thématiques. Même chose pour l'intertextualité, hein. J'ai pu en quelque sorte appliquer les outils, la méthode que j'avais utilisée pendant ma thèse avec d'autres objets d'étude et d'autres cinéastes. Et puis, je crois surtout que la thèse m'a appris vraiment à travailler dans une perspective interdisciplinaire, voire interculturelle. Mm. C'est-à-dire interdisciplinaire parce que forcément, je n'étais pas que sur les références cinématographiques, j'étais aussi sur les références picturales, musicales, littéraires. Donc, voilà, pour moi, ça demandait vraiment une gymnastique, d'utiliser plusieurs types d'outils d'analyse, de méthodologie, etc. Et interculturel aussi, parce que finalement, à l'intérieur du champ de l'hispanisme, et même si je me définis comme hispaniste, le cinéma est aussi en quelque sorte une langue en soi. Et Oui. bien sûr que voilà, on ne peut pas étudier un film d'un cinéaste espagnol sans considérer qu'il s'inscrit dans une histoire du cinéma global, qu'il peut faire référence au cinéma hollywoodien, au cinéma italien, pourquoi pas, enfin voilà. Et donc, je pense que ça m'a donné finalement, enfin, ça donne une spécialité et ça peut donner aussi une ouverture d'esprit. Voilà, ça peut sembler paradoxal, mais pour moi en tout cas, ça a été vraiment les deux. Et alors, je voudrais savoir, aujourd'hui, des doctorants on viendra après sur les conseils que tu donnes à des doctorants, mais des étudiants qui te disent, comme celle que tu as eue il y a très longtemps, voilà, j'aimerais bien entrer dans la carrière universitaire, etc. Est-ce que tu les dissuades en leur disant, non, franchement, c'est une voie difficile, il y a plus de postes, ou est-ce que tu continues à les encourager à emprunter J'essaie. ce chemin? J'essaie, c'est pas facile, hein. J'essaie de trouver le juste milieu, c'est-à-dire à la fois d'être honnête et lucide avec eux, Mm, c'est-à-dire de leur dire ça ne va pas être facile, les postes se font rares, le mm, chemin est long et semé d'embûches. Et en même temps, de leur dire, voilà, une fois que je vous ai formulé ces avertissements, si votre envie reste présente, si votre motivation reste la même, ben moi, ce que je peux faire, c'est essayer de vous guider au mieux, de vous accompagner au mieux dans ce chemin. C'est-à-dire, par exemple, ne pas vous laisser vous orienter vers un sujet qui a déjà été peut-être rebattu 1000 fois, mm. mais plutôt essayer de trouver un sujet original, un peu dans l'air du temps, un peu porteur, voilà, laissant des ouvertures, voilà, et mon rôle sera celui-là. Mais c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de l'état euh, de, du monde universitaire, du monde de la recherche que nous connaissons. On Ouais, peut c'est pas vrai. le cacher. Mm, ouais, bien sûr. Elle est où ta thèse? Je te parle du volume imprimé, hein, la thèse. Elle est où chez toi? Au fin fond d'une cave? Elle est Non, alors non, elle doit être. Alors vraiment la thèse imprimée, Oui. elle doit être au fond d'un placard, mais
enfin, la thèse imprimée du jour de la C'est soutenance. ça, celle-là, moi, mais Mais c'est ça. c'est ça, parce qu'en fait, la même version existe au format, je peux te le montrer si tu le souhaites, Hmm. au format livre, hop, je pense qu'on le voit, voilà, Oui, c'est bon. de l'Atelier national de reproduction des thèses. Et comme il est beaucoup plus facile à manier, c'est ce format-là qui est en haut d'une de mes bibliothèques. Voilà. Donc c'est pour ça que je te répondais en fait à la fois oui et oui, enfin oui et non. C'est-à-dire le gros format pas facile à manier et au fond d'un placard, et le petit format, mais dont le texte finalement est le même, plus facile à manier parce que format livre, et en haut de la bibliothèque. Alors voilà, en haut de la bibliothèque, c'est une étagère privilégiée ou, bon, c'est une étagère des machins, quoi. Tu fétichises ta thèse ou pas, en fait, l'objet. Non, c'est c'est une étagère pragmatique et organisée, c'est-à-dire que ça doit être, que je te dise pas de bêtises. Alors, c'est quand même pas rangé comme une bibliothèque universitaire, faut pas rêver, hein. Il y a un peu de, voilà, il y a aussi des histoires de les livres hauts, les livres bas, enfin, tu vois, faut s'organiser en fonction d'eux. Mais ça doit être quelque part entre... oui, je suis en train de réfléchir parce que j'ai un doute. Non, mais ça doit être tout simplement le numéro un de mes publications, en fait. Donc, c'est voilà, c'est pour ça que c'est la première Ouais. bibliothèque, la rangée du haut, le premier à gauche, quoi, en gros, Et quand tu, chronologiquement. d'abord, est-ce que tu l'as relu au moment où tu l'as fait imprimer ou tu t'es bien gardé de le faire parce qu'il y a une espèce de superstition où tu dis, ah non, j'ai pas vraiment envie de mettre mon nez dans tout ça. Alors, au moment de donner l'autorisation à l'Atelier national de reproduction des thèses, oui, quand même, je l'ai relu parce que je crois que ça me permettait de corriger certaines fautes de frappe. Donc, à ce moment-là, je l'ai fait, mais ça a dû être, je me rappelle plus exactement, mais dans l'année ou dans les 2 ans qui ont suivi la soutenance. Donc, c'était, on va dire, encore frais. Mm. Depuis, je ne l'ai pas relu dans son intégralité. Et honnêtement, je n'ai pas très envie de m'imposer de le faire parce que je suis de nature assez critique avec ma propre production. Et je pense que voilà, je vais éviter l'exercice d'autoflagellation, si tu veux. Donc voilà, il m'est arrivé d'en relire des passages en revanche, mais plus dans une optique utilitaire, Oui. c'est-à-dire de savoir de mémoire qu'il y a une référence dont je parlais déjà dans ma thèse, etc. Et j'ai besoin de la ressortir parce que je suis en train d'écrire un article sur Almodovar et voilà. Et donc là, du coup, oui, je vais la rechercher. Alors, pas toujours le format papier, parfois tout simplement les fichiers dans mon ordinateur Mm. pour retrouver la référence. Et donc, je vais peut-être relire 3-4 pages, voilà, une sous-partie d'un chapitre de suite. Et en général, quand je le fais d'ailleurs, je ne suis pas si critique que ça, mais c'est peut-être parce que j'ai un objectif utilitaire et que je vais à l'essentiel, Oui, c'est quoi. ça. Voilà. Oui. Et alors, si tu devais changer une chose dans cette thèse, ce serait quoi? Difficile encore comme question parce que du coup, sans Et les l'avoir souvenirs relu que tu dans en as, son... parce que la mémoire de la thèse, c'est aussi les distorsions, les oublis, les réécritures. Moi, quand on m'a posé la question de ma thèse, je t'avoue que je me souvenais plus très bien de ce que j'avais écrit dedans. Hein, parce que moi aussi, je suis une femme de un auteur comme toi, et même si j'ai travaillé sur des tas d'autres, ça reste quand même mon auteur. Et après, on écrit tellement de choses qu'on se dit, mais ça, c'était la thèse ou pas la thèse, bref. Donc, pour le souvenir que tu en as, est-ce qu'il y a une chose où tu te dis, ah, cette chose-là, je fais ça autrement. Je pense que j'ai peut-être un peu manqué de temps d'assimilation et de recul sur la partie consacrée au métissage des cultures, à la Ah notion oui. d'interculturalité, Hmm. euh, qui a été un apport, on va dire peut-être un peu tardif, enfin voilà, une piste qui est arrivée un peu tardivement dans le cheminement et où du coup, euh, voilà, elle ne s'est peut-être pas bien imbriquée, bien rattachée au reste. Oui. À la première et la deuxième partie qui étaient plus mûries et qui représentaient vraiment plus, à mon sens, le corps, le socle, quoi. Ouais, Voilà. ouais.
Donc, cette partie-là, sans doute que j'en aurais aujourd'hui une conception différente. Mais tu l'enlèverais pas pour autant. C'est juste que... Ah, Si je l'enlevais, il faudrait, d'une certaine manière, il y aurait autre chose à la place. oui. Ou je ne l'enlèverais pas, mais effectivement, je pense qu'avec le recul, elle prendrait une autre tournure. Ah oui, je comprends très bien. Et alors, cette chercheuse, quand tu y penses, la petite, l'apprenti, vous t'as dit, moi j'aime bien cette expression, l'apprenti chercheur. Mm. Quand tu penses à elle, c'est avec une certaine nostalgie, avec amusement, affection, goguenardise, ou tu t'y penses jamais à elle. Si, j'y pense certainement parce que quelque part, dès qu'on s'attaque à un nouvel objet d'étude, avec lequel on n'est pas forcément encore hyper à l'aise ou hyper familiarisé, voilà, on a pu évoquer même des nouveaux objets qui apparaissent. Moi, c'est un peu mon pain quotidien, je veux dire, les plateformes, l'IA, ce genre de choses, voilà, qui arrivent tout à coup dans notre univers et qu'il faut apprivoiser. On se retrouve à nouveau un petit peu dans cette position de l'apprenti chercheur qui découvre un objet et qui se demande ce qu'il va ou ce qu'il peut en faire. Mm. Donc finalement, voilà, c'est une position, c'est une situation qu'on peut être amené tout à fait à revivre, à se dire, est-ce que je suis légitime à mettre mes pieds dans ce champ? Alors si le champ vient d'apparaître, bon, ben, pas plus, pas moins que d'autres. Si le champ est déjà là depuis un petit moment et qu'on attrape le train en marche, on peut se poser la question. Voilà. Donc oui, finalement, je crois que elle est toujours là quelque part à côté de moi, quoi, cette apprentie chercheuse. Ouais, et Et alors, du coup, oui, vas-y, dis-moi, pardon, dis-moi. oui, et du coup, oui, oui, non, du coup, je la considère, ben, oui, avec, voilà, avec à la fois certainement, avec bienveillance, on va dire. Ah, bon, ouf, ça c'est bien, c'est bien. Et alors, aux apprentis chercheurs, à tes apprentis chercheurs, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Moi, je leur conseille ou je leur conseillerais, selon les situations, surtout d'aller vers tout ce qui peut leur éviter de se sentir isolés. Oui. Ça peut être le cas surtout pour ceux qui ont un emploi à côté, pas un emploi dédié à la recherche comme contrat doctoral ou poste d'ATER, pour lesquels c'est particulièrement difficile, je trouve. Mais même de façon générale, c'est-à-dire de dire, ben, parlez de votre sujet avec d'autres enseignants-chercheurs que votre directeur ou moi si c'est moi. Parlez-en aussi avec vos camarades. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous donne une orientation, mais n'hésitez pas à participer à des colloques, évidemment, rencontrer d'autres personnes, voilà. Et faites feu de tout bois d'une certaine manière, parce que bah, parfois, ça vous renforcera peut-être dans une orientation que je vous aurais donnée, parfois, ça vous ouvrira peut-être des pistes complémentaires. Mais surtout, ne restez pas en quelque sorte confiné avec votre sujet parce que ça n'est pas bon finalement, quoi. Oui, c'est sclérosant, c'est sûr. Oui. Bon. Alors, pour finir, est-ce que tu peux prendre le volume de ta thèse, l'ouvrir à la première page, nous lire la première phrase de ton introduction et nous en faire un commentaire? Rétrospectivement, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que j'ai le droit de tricher un peu? Parce que, en fait, la première phase de l'introduction, oui, bien sûr, je vais la lire. Mais il y a en quelque sorte dans ma thèse trois premières phrases. Je vais m'expliquer. Je ne parle pas des remerciements qu'on trouve dans toutes les thèses, voilà, et qui ne présentent pas d'intérêt particulier. Mais j'avais eu le souhait de mettre en exergue de ma thèse deux citations et alors là, tu vois, ça fait vraiment partie des choses dont je ne changerai pas une virgule. Pour moi, ces citations, à l'époque, elles représentaient vraiment ce qu'est le cinéma pour moi. Et je rouvre ma thèse, je retrouve ces citations et je me dis, c'est encore le cas aujourd'hui. Elles représentent toujours
ce qu'est le cinéma pour moi aujourd'hui. D'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi, donc je n'ai fait que les citer. Il y a en plus une citation d'un cinéaste et une citation d'un écrivain qui est un amoureux déclaré du cinéma, évidemment. Donc je trouvais quelque part qu'elles se complétaient et qu'elles allaient bien avec mon cheminement qui a été un peu de la littérature au cinéma. Mm. Alors la première citation est de Mario Camus et elle dit Todas las películas ayudan a vivir. La deuxième citation est de Juan Marcé et elle dit A eso voy al cine, a ver otra realidad que me gusta más que la real. Voilà. Et maintenant, pour répondre à ta question sans louvoyer, À ta phrase à toi. je, voilà, j'arrive à l'introduction. Réalisateur de 14 longs métrages et seul auteur de leur scénario, à l'exception d'une collaboration avec Jesús Ferrero pour Matador, Pedro Almodóvar a créé peu à peu un univers cinématographique dont les étapes sont autant de reflets de l'évolution du cinéaste et de l'Espagne montrée par ses films. Euh, Commenter cette phrase, ben, je crois que elle présente assez bien ce dont je voulais parler dans ma thèse, c'est-à-dire à la fois cette idée d'un univers d'auteur, de la façon dont il s'est élaboré petit à petit et s'est consolidé, et puis aussi le fait que Almodóvar, même si dans la première partie de sa carrière, il ne l'exprimait pas du tout de façon explicite, mais c'était sous-jacent, est le fruit de son contexte et son œuvre est vraiment le fruit de son contexte, de son époque, de l'époque qu'il a vécue. Et ça, c'est pareil, c'était une sorte d'intuition qui finalement, avec des films plus récents, je pense à Madres Paralelas par exemple, voilà, totalement manifeste. Donc, Si c'était à refaire, euh, tu repartirais avec cette phrase-là. C'était une bonne déclaration d'intention je crois, et quelque part, elle excédait peut-être, enfin, elle était plus large que l'objet sur lequel je Oui, me suis concentrée ensuite, puisqu'elle ne mentionnait pas tout de suite directement intertextualité, ça vient un petit peu après dans l'introduction, mais je crois que c'était aussi finalement une façon de manifester que euh, euh, de la même manière que chez Almodovar, l'intertexte en fait le ramène à son univers, eh bien moi dans ma démarche, j'allais commencer par m'intéresser à l'intertexte pour finalement définir ce qu'est l'univers d'Almodovar. Voilà. oui, oui, je comprends très bien. Ben écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cet entretien absolument passionnant et puis globalement d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci à toi, Caroline.